Bienvenue tout le monde pour cette session. Mon nom est Bat Bouchonville. Je suis un des associés au projet ECHO au Nouveau-Mexique. Je vous remercie tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Encore une fois, nous aurons la chance d'accueillir le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, et elle va discuter de ce que l'on a appris de la gestion clinique de patients atteints de la COVID-19. Avant de commencer, je veux vous rappeler que nous avons de l'interprétation en espagnol et en français disponible. Alors, vous pouvez suivre la conversation avec un interprète si vous le souhaitez. De plus, pour la période de questions-réponses, vous pourrez soumettre vos questions en espagnol ou en anglais et les interprètes vont soumettre vos questions aux conférenciers en anglais. Pour vous rappeler, si vous êtes nouveau à cela, au bas de votre écran Zoom, vous allez voir qu'il y a une icône d'un globe qui s'appelle Interprétation. Si vous cliquez sur cette icône, vous aurez alors les options de traduction française ou espagnole et vous allez avoir l'option d'entendre que l'interprète ou d'entendre un peu l'anglais en arrière-plan. Alors, merci à nos interprètes pour se joindre à nous aujourd'hui. Nous avons eu presque 2000 personnes qui se sont inscrites pour la session d'aujourd'hui et nous sommes heureux de savoir que vous vous joignez à nous aujourd'hui. Je serai là pour aider pour les questions qui sont soumises par le réseau, de même qu'avec mon collègue, le docteur Sanjeev Arora. Bienvenue à vous tous. Je veux remercier particulièrement le docteur Swaminathan, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, qui a accepté de mener cette discussion et de partager son expertise. Mon nom est Sanjeev Arora. Je suis directeur du projet ECHO à l'Université du Nouveau-Mexique. Bienvenue à tous. Merci, Sanjeev. Et continuons avec des présentations. Avec notre modératrice, Soumya Swaminathan. Oui, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à ce webinaire. C'est le deuxième de la série que nous faisons avec ECHO et nous allons parler de la gestion clinique des patients de la COVID-19, ce que nous en avons appris de ce que nous avons pu recueillir à travers le monde. Merci, Dr Swaminathan. Et maintenant, notre panéliste. Commençons par Mauricio Ciccone. Bonjour à tous. Je suis de l'hôpital Humanitas de recherche à Milan. Je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci, Mauricio. Maintenant, Dr Janet Diaz. Bonjour, mon nom est Dr Janet Diaz. Je suis spécialisé en soins intensifs. Je suis présentement team lead pour la gestion de cas dans le programme d'urgence et pour la COVID-19. Heureuse d'être ici. Dr Flavia Ribeiro Machado. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Je suis professeur aux soins critiques à Sao Paulo, Brésil, et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci, Flavia. Et le docteur Zarir Udwadia. Bonjour de Mumbai, en India. Je suis médecin dans un très grand hôpital privé de Mumbai. Avant de commencer avec notre première présentation, nous avons quelques éléments à discuter. D'abord, la session d'aujourd'hui est enregistrée. Les liens vidéo et les diapositives de présentation pour chacune des conversations globales pourront être disponibles sur notre site web. Puis, prévoir jusqu'à 48 heures pour que l'équipe de vidéo puisse télécharger les enregistrements. En raison du nombre de participants aujourd'hui, la session sera en mode écoute seulement. Et si vous voulez soumettre des questions, allez au bas de votre écran, pas dans la boîte de discussion, le chat, mais plutôt dans la boîte de questions-réponses, le Q&A. Et nous avons déjà reçu une centaine de questions
Alors, nous n'aurons probablement pas la chance de répondre à toutes les questions, mais nous répondrons au maximum de questions possibles. Euh, de, ne répondez pas aux questions vous-même dans la boîte de Q&A. Et vous allez voir également plusieurs ressources dans notre bibliothécaire digital. Et nous aurons un lien pour sondage à la suite dans la boîte de discussion. Si vous complétez le sondage, vous allez avoir votre diplôme CME ou CEU. Alors, merci. Nous n'avons pas besoin de protéger cette diapositive. Je peux commencer maintenant la session avec une mise à jour sur la COVID-19 de Dr. Swaminathan de l'Organisation mondiale de la santé. Dr. Swaminathan est pédiatre d'Inde, connu pour ses recherches sur la tuberculose. Elle est scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé depuis le mois de mars 2019. Avant, pendant quelques années, elle était députée directrice générale des programmes à l'Organisation mondiale de la santé. Le Dr. Swaminathan sera accompagné dans ce survol par le Dr. Diaz, qui va également donner un survol. Dr. Diaz, sa vision, c'est d'appuyer les cliniciens qui travaillent dans des contextes de ressources limitées à travers le monde, particulièrement pour les patients qui sont malades de façon critique, dans une façon de plein de compassion, avec qualité et c'est important pour elle d'avoir des soins qui sont appropriés. Merci, Dr. Swaminathan et Dr. Diaz, pour être là avec nous aujourd'hui. Merci, Matt. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Alors, je vais vous donner une mise à jour pour voir où nous sommes aujourd'hui et nous allons ensuite parler de recherche et ensuite sur les lignes de conduite de... Alors, en date du 1er novembre, vous pouvez voir que nous avons presque 3,5 millions de cas par semaine, presque plus d'1 million de 45 millions de nouvelles mortalités. Alors, c'est de 5 à 6 000 par jour et ça continue de croître. Et vous voyez les chiffres cumulatifs, 46 millions confirmés, plus d'1 million 192 000 mortalités. Et cela dépend évidemment de certaines régions. Vous pouvez voir que, alors que c'était les Amériques qui avaient le gros des infections, au cours des 2 dernières semaines, vous pouvez voir en vert, c'est l'Europe qui est vraiment contribue pour plus de la moitié des cas dans le monde. Fort heureusement, en Inde, nous sommes en déclin parce qu'en Inde et en Indonésie et dans la région de Méditerranée de l'Est, continue de voir une augmentation. On peut dire dans l'ensemble que nous ne ralentissons pas du tout et peut voir également sur la diapositive à droite les pays avec le plus grand nombre de cas cumulatifs. Bien sûr, lorsque vous regardez des cas rapportés au cours de la dernière semaine par million de populations, vous pouvez voir les différences entre les pays. Plus les régions sont sombres, plus les chiffres sont élevés par million de populations. Les États-Unis, l'Argentine, la Colombie, l'Amérique centrale et d'autres pays, la Fédération russe, qui montrent des augmentations du nombre de cas. Et l'Iran et l'Irak. Même chose pour la mortalité. Alors, le nombre de morts au cours des 7 derniers jours par million de population. Et encore une fois, il faut voir que l'Europe a beaucoup de zones très sombres, et comme l'Amérique du Sud, mais par million de population. En Asie du Sud-Est, c'est beaucoup plus bas. Et en Afrique aussi, c'est bien. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais c'est bon de garder un œil
sur les taux de mortalité. Nous savons qu'il y a des limites dans le dénombrement des cas et le dénombrement des mortalités. Cela, nous sous-évaluons dans les deux cas, dans bien des endroits, parce que l'on ne compte que ceux qui ont été diagnostiqués et probablement que l'on compte moins de mortalité. Plusieurs pays riches ont des systèmes qui peuvent rapporter. Alors, nous savons l'étendue de la mortalité de ces pays plus riches, mais dans d'autres parties du monde, on ne le sait pas quelle est la vraie mortalité depuis 10 mois, combien a été le fruit de la COVID et le fruit de d'autres causes de décès. Alors, il faut mieux comprendre l'impact général de cette pandémie. Nous savons aussi que les diagnostics se sont améliorés beaucoup, se sont beaucoup étendus au cours des derniers mois. Alors, on ne peut comparer les cas qui ont été détectés au mois de mars par rapport à ce qui est détecté aujourd'hui, parce qu'on estime probablement que la moitié des cas aujourd'hui sont détectés, alors qu'au début de l'année, c'était probablement moins de 10 Et pour parler maintenant, les symptômes principaux. Nous savons que les symptômes peuvent arriver n'importe quand entre 2 et 14 jours après avoir été exposé au virus. Alors, c'est pourquoi on a une quarantaine de 14 jours minimum. La perte d'odorat, la perte de goût, un nez qui coule, la congestion, la toux, la fatigue, la nausée, la diarrhée. Nous savons aussi que la majorité des gens ont des symptômes légers. 10 à 15 vont progresser à des maladies plus sérieuses et 5 deviendront malades de façon critique. La plupart des gens guérissent de la COVID-19 entre 2 et 6 semaines, ce qui peut arriver avec d'autres infections. Mais dans ce cas-ci, il semble que c'est multisystémique comme infection. Nous savons que les gens qui vont avoir des troubles plus sérieux vont mettre plus de temps en convalescence. Et ça peut être parfois même plusieurs mois dans certains cas. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, vous pouvez voir que une étude téléphonique nous a montré quels sont les symptômes. C'est 14 à 21 jours plus tard chez tous les patients. Quand même un grand nombre de gens, de patients, 50 qui disent qu'ils ont encore des symptômes. Et je pense que les études à long terme nous expliqueront plus exactement quels sont ces symptômes. Et par exemple, au niveau du cœur, au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire, je pense que, encore une fois, d'autres études de la SRAS 1 déjà nous montrent que la fatigue chronique que nous avons réalisée, c'était des années après que ça avait été diagnostiqué. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs systèmes qui peuvent être impactés, le cerveau, le cœur, les poumons, la santé mentale qui va être exacerbée avec des effets directs du virus et des effets indirects comme l'anxiété, la dépression, la perte d'emploi, la perte de revenus et d'autres systèmes. Maintenant, rapidement, je vais vous parler un peu de la recherche parce que je pense que c'est un élément assez unique de cette pandémie. C'est à quel point la recherche s'est mise en branle de façon très rapide en termes de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons travaillé sur un blueprint de recherche et développement pour faire une expérience et pour être prêt pour faire des recherches cliniques quand il y a des propagations et d'être prêt pour un plan d'urgence et pour le niveau de santé publique. Ce mécanisme doit entrer en action
et c'est mis en branle à travers le monde avec vraiment une carte de recherche. Et ça a donné aussi beaucoup d'essais cliniques, notamment des essais très larges pour le, qui ont été mis en branle au Royaume-Uni grâce à l'Organisation mondiale de la santé. Et nous avons travaillé sur différentes hypothèses et sur différentes questions. Alors, par exemple, l'essai sur les médicaments, c'était de trouver avec des résultats majeurs pour réduire la mortalité, évidemment subdivisé par le sérieux de la maladie au moment aléatoire des choix et le besoin de progression pour la ventilation. Alors, ça, c'est les résultats seront publiés très rapidement. Pour ce qui est de 4 médicaments que nous avons essayés, la remdesivir, l'hydroxychloroquine, le pronavir, ritonavir, l'interféron, euh, pour 10 jours, nous avons vérifié dans quelques cas. Et il y a eu et les essais ont donné à la fin, 30 pays s'étaient inscrits dans 400 hôpitaux et présentement, c'est plus de 13 000 patients qui ont été traités, environ 500 patients par semaine. Et ça a été une bonne idée d'avoir des essais cliniques dans différents coins du monde parce que nous avons encore des pays et des régions qui ont différentes transmissions. Alors, très brièvement, les résultats pour ces, vous voyez, les lignes bleues, c'est la ligne de contrôle, et ce qui signifie que n'importe quel hôpital, euh, ils auraient eu un traitement et des soins de support, sauf l'intervention de choix. Vous pouvez voir que aucun des 4 médicaments que nous avons testés qui ont montré une différence significative sur la mortalité à l'hôpital, comparément aux soins standards. Alors, ça, c'est, par exemple, le remdesivir sur le taux de mortalité sur 28 jours. Le contrôle normal était de 12,7 alors que avec le remdesivir, on parle de 12,5 C'était la résolution de symptômes. Et on a utilisé une échelle de 0 à 7. Et quiconque descendait en bas de cette échelle était considéré comme étant s'améliorer. Et on a vu qu'on peut réduire le temps de convalescence de 15 jours à 10 jours. Et on n'a pas vu une réduction significative dans la mortalité. Alors, dans les 2 cas, au cours de ces essais, ça a été la même conclusion. Mais on a vu aussi les résultats chez les gens qui n'ont pas été ventilés. Du moment, la majorité des patients n'étaient pas sous ventilation. Seulement 8 de 11 000 patients qui étaient sous ventilateur. Et c'est pour ces patients, le remdesivir n'a pas fonctionné. Mais même pour ceux qui n'étaient pas sur oxygène ou qui recevaient de l'oxygène, il n'y a pas eu vraiment de différence significative. Vous pouvez voir la confiance de 0,7 à 0,04. Alors, c'est là où on pense que peut-être que le remdesivir peut-être avoir un effet. Mais encore une fois, lorsqu'on a subdivisé par âge, ça n'a pas fait de différence. Alors, si on regarde 4 essais de remdesivir, Solidarité a été le plus important. 604 morts sur environ 5 000 cas aléatoires, 136 morts dans le bas sur à peu près 1000 choisis aléatoires et de plus petits essais avec 41 plus d'essais. Et le ACCT1 avec le contrôle placebo, on pourrait penser que le remdesivir plus tôt dans la maladie
mais le rapport coût-bénéfice doit être pris en considération. Et nous devons, mais quand on regarde la méta-analyse de mortalité dans tous ces essais subdivisant les patients, on peut voir que les essais de Solidarity avec pas d'oxygène, avec un bas ou haut flot d'oxygène, ou de la ventilation, on peut voir les boîtes noires, les carrés noirs, qu'il n'y avait pas de réduction de mortalité sérieuse. Et quand on regarde les autres groupes où on a trouvé qu'il y avait une réduction de mortalité, mais il y avait un manque d'équilibre et ce n'a pas été pris en considération dans l'analyse, mais ce sous-groupe est celui qui où les scientifiques ont trouvé de bons bénéfices, mais c'est basé sur de très petits chiffres que le Remdesivir a eu quelconque effet. Et nous avons aussi à Wuhan pas d'essai placebo et les études. Alors ça, c'est le survol de la méta-analyse de ces allocations. Alors, si on combine les données des 4 essais, le Remdesivir contre le taux de mortalité, et que ce résultat pourrait être par chance ou qu'il y a un petit bénéfice pour les patients à bas risque, mais pas un gros. Plus de données est nécessaire, mais nous avons besoin de meilleurs médicaments et nous devrions faire de plus grands essais. Pour ce qui est des essais solidarité, prochaine étape, c'est de décider de cesser. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne une plateforme pour tester de façon adaptive, pour voir de nouvelles thérapies qui s'en viennent. Je veux juste mentionner, je pense que je vais passer la parole à Janet pour qu'elle nous parle des lignes directrices sur lesquelles elle travaille. Et pas juste pour vous dire que les lignes de conduite sont basées sur le peu d'évidence ou de preuves que nous avons pour certains médicaments, pour amener tous les essais cliniques qui ont été menés à travers le monde et les essais de solidarité, même si ça a été traité, ont été traités de la même façon que les autres essais. Euh, alors, alors maintenant, à Janet, s'il vous plaît. Merci. Merci, Soumya. Merci pour cette opportunité. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la ligne directrice de l'Organisation mondiale de la santé sur la COVID-19. Notre plan ici, c'est que lorsque des preuves sont générées et ces preuves doivent être synthétisées, la meilleure façon, c'est de le faire dans un processus de méta-analyse. Ce que l'on a fait ici, c'est que dès qu'un essai clinique commence ou qu'on commence à publier les résultats, nous avons établi une équipe avec plusieurs collaborateurs pour appuyer notre travail et qui vont prendre ces preuves et le synthétiser dans une méta-analyse et mais le faire de façon résultée pour chaque nouveau médicament et d'avoir un panel indépendant d'experts qui va se rencontrer une fois par semaine pour délibérer. Alors, c'est de générer l'information, voir, et puis ensuite faire des recommandations de façon indépendante de toutes les régions du monde. Alors, nous pouvons entendre des gens de partout et qui deviennent notre panel expert et avec différentes spécialités. Et dans ce cas-ci, les maladies infectieuses, les virologues, les épidémiologistes, les médecins de première ligne, et qui représentent les différentes spécialités et différentes expertises. Et ensuite, nous développons une recommandation. Et encore une fois, cette recommandation va être révisée par un autre panel externe et par... Alors, il y a plusieurs étapes pour de la bonne science de qualité, de la transparence dans le processus pour que les gens sachent et croient de ce que l'on fait. Alors,
Et faire ça, ce sont les guides. En fait, ça a été les premières lignes de conduite pour la COVID-19 qui ont été mises en place en septembre. Ça nous a pris environ 7 semaines entre la disponibilité des données et la publication du guide. Et nous avons généralement passé jusqu'à 1 an à établir des lignes de conduite. Mais dans cette pandémie, nous devions trouver des systèmes pour le faire plus rapidement, sans perdre la qualité. C'est un défi, et nous apprenons, mais nous devenons plus rapides. Alors, la publication maintenant, c'est entre 3 semaines à partir du moment de la disponibilité des données et que l'on puisse avoir, par exemple, d'activer des panels de lignes directrices pour réviser pour la remdesivir, le lopinavir, ritonavir, l'hydroxychloroquine et les recommandations sont en cours de processus. Prochaine diapo. Alors, voici une diapositive pour vous dire, nous savons qu'il y a plusieurs pipelines thérapeutiques. On peut avoir des interventions repensées ou des essais cliniques. Il y a également des trucs qui sont à l'étude. On parle de la vitamine C, la vitamine D. Ce n'est pas inclusif. Ce ne sont que des faits saillants. L'anticoagulant, des doses thérapeutiques intermédiaires, les immunomodulateurs en essai clinique, l'interféron, l'IL-6 récepteur antagoniste, le plasma de convalescence, l'IL-1 récepteur antagoniste. Mais vous savez qu'il y a plusieurs essais cliniques qui continuent. Et bien sûr, les thérapies nouvelles, les petites molécules antivirales, le MK4882 avec GSK. Prochaine diapo. Mais je ne veux pas oublier l'un des plus importants aspects. Lorsqu'on parle de gestion clinique, plusieurs personnes, c'est la thérapie et ce qui sauve des vies. Et je pense que j'ai perdu une diapositive ici, mais comme je vous le disais, les résultats de solidarité, ça a été une étude incroyable qui, avec les autres essais cliniques, plusieurs interventions, que le seul médicament qui réduit la mortalité, sont les corticoïdes. Alors, présentement, ça a montré que la mortalité au niveau de la recommandation publiée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'utiliser les corticostéroïdes avec les patients les plus gravement atteints par la COVID-19, mais avec ceux qui ont des symptômes légers, que les corticostéroïdes ne devraient pas être utilisés parce qu'il ne semble pas y avoir de bénéfice pour ces patients-là et probablement plus le risque de dommages. Alors, c'est d'avoir, je sais que mes collègues vont parler de cela plus détaillé, mais c'est le chemin, l'importance de reconnaître rapidement si le patient a la COVID-19 par les mécanismes d'évaluation. La deuxième chose, c'est le triage qui doit être fait de façon appropriée pour que tout signe de maladie, des gens à haut risque, que non seulement ils ont des pneumonies sévères, mais qui peuvent avoir des dysfonctions organiques multiples, plusieurs complications, des complications rénales. Alors, tout ça, c'est très important dans l'évaluation clinique et de s'assurer la haute qualité de soins de santé et de soins d'appui. Et cela va dépendre des symptômes cliniques qu'ils ont. Mais par exemple, les thérapies d'oxygène, traitement de première ligne pour les patients qui ont des pneumonies sévères, potentiellement l'utilisation de ventilation non invasive pour apporter un support respiratoire pour la détresse respiratoire et ensuite la ventilation mécanique. Je pense que si on met ça en place, un chemin pour la COVID-19, c'est d'avoir sous surveillance les patients de façon très étroite. Et ma dernière diapositive ici, c'est pour
trouver cela sur notre site web, c'est d'avoir la caractérisation de la maladie. Nous avons plusieurs taux de mortalité dans différents endroits dans le monde et nous devons comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui mène cette différence de mortalité? Est-ce que ce sont les patients? Est-ce que ce sont les facteurs de risque? Est-ce que c'est géographique? Alors, cette plateforme de données cliniques nous permet de recueillir des données de plus de 70 000 patients dans 32 pays et nous faisons un gros effort pour partager des données anonymes pour qu'on puisse aider les pays à comprendre et guider la réponse clinique à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale. Alors, sur ce, merci. Je pense que j'ai dépassé un peu le temps. Merci. Excellent survol. Merci. Alors, nous allons maintenant prendre 5 minutes pour des questions-réponses avant de passer à notre autre panéliste. Et je vais partager une des questions en direct. C'est de Terry Harrison. Est-ce que vous pouvez nous parler comment le test a un impact sur les cas enregistrés? Oui. Oui, le test a un rôle très important pour les cas rapportés. C'est pourquoi j'ai mentionné que nous avons vu la première vague et la prétendue deuxième vague en mars, avril et maintenant, on ne peut pas comparer. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été infectés, c'est que nous n'avions pas les moyens de détecter à ce moment-là. Et dans plusieurs pays, seulement les gens qui étaient malades ou qui se présentaient à l'hôpital étaient testés. Alors, on a présentement seulement, on avait la pointe de l'iceberg. Maintenant, à cause des capacités de diagnostic, il y a beaucoup plus de diagnostics, de kits de tests qui sont utilisés. Alors, nous sommes en mesure de... On ne peut pas diagnostiquer tous ceux qui sont infectés, mais certainement une plus grande proportion. C'est pourquoi on a un plus grand nombre de cas enregistrés avec les symptômes. Une question de Ellen Evans. Les premières études montraient que les effets, c'était au niveau de l'exposition. Est-ce que c'est possible que l'Organisation mondiale de la santé choisit le chèque d'antiviraux? Pouvez-vous parler de cela? Oui, logiquement, nous savons que les antiviraux peuvent agir pour les infections. Toutes les études qui ont été faites sur des patients hospitalisés. Et comme je l'ai mentionné, je ne suis pas consciente d'études parce que ça doit être donné de façon intraveineuse. Il y a une adaptation. Je pense que la compagnie travaille sur une autre version de Remdesivir. Peut-être que l'on pourra tester. Je pense que la même chose s'applique à d'autres antiviraux. Mais ce que je dirais des essais cliniques Solidarity, c'est qu'il y a des nombres très élevés, 5 000 patients choisis de façon aléatoire. Seulement 8 d'entre eux sont sur ventilation mécanique. Alors, sans oxygène, un autre 40 recevaient un bateau d'oxygénation. Donc, il y avait un spectre d'état clinique représenté. Mais si c'est même plus tôt que ça, ou la première journée, la deuxième journée du diagnostic, même avant les symptômes, alors quel serait l'effet? Nous ne le savons pas. Et c'est la même question pour d'autres, pour donner des soins intraveineux. Savons que ça va fonctionner. Mais ensuite, on le donne à qui? Ces médicaments ne sont pas disponibles en millions de doses et elles sont dispendieuses. Ils sont dispendieux, ces médicaments. Alors, il faut trouver le groupe le plus élevé qui pourrait en bénéficier. Mais ça va prendre beaucoup plus de recherche, beaucoup plus d'essais cliniques. Merci, Soumia. Je pense, je ramenais ça une étape plus loin. Vous savez que récemment, c'est la FDA aux États-Unis
avait approuvé le remdesivir pour le traitement de la COVID-19. Plusieurs de nos cliniciens sont intéressés de savoir qu'est-ce que vous feriez. Nous comprenons qu'il y a la controverse pour les cliniciens dans la communauté présentement. Est-ce que le remdesivir est disponible aux États-Unis, en Europe? Je voudrais savoir vos commentaires sur un enjeu de personne qui vient vous voir, qui n'a pas beaucoup d'oxygène, a des symptômes, peut-être une petite toux, un peu de fièvre, et le médecin devrait-il utiliser le remdesivir sur ce patient? On a fait le diagnostic. Qu'est-ce qui devrait être fait? C'est une très bonne question. Et je vais demander à Janet d'intervenir aussi, mais il faut comprendre la différence entre les essais cliniques et nous faire des recommandations. Nous, on ne peut que rapporter les résultats. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là précis? C'est des lignes directrices. Même chose pour les autres médicaments. Et je sais que des pays individuels font leurs propres recherches, mais les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un groupe de développement. On travaille sur les méta-analyses de toutes les données disponibles, puis le remdesivir en fait partie. Alors, prochainement, nous aurons des lignes directrices. Nous aurons des recommandations ou non, mais je ne veux pas, de façon préemptive, dire c'est ce que les cliniciens devraient faire. Je pense qu'il faut attendre le guide des traitements et en utilisant toutes les données que nous avons pour évaluer la qualité de cette preuve. Et Slavia Maurizio peut vous dire, est-ce que vous utiliseriez le remdesivir ou non? Juste répondre oui ou non. Parce qu'on n'a rien de mieux. Alors, oui, nous espérons que ça peut réduire l'hospitalisation. Je fais partie également de l'OMH, l'Organisation mondiale de la santé. Présentement, en Italie, c'est très difficile d'avoir ce médicament de toute façon. Mon sentiment, c'est que les ressources devraient être dirigées pour d'autres types de clientèle pour le moment. Le remdesivir n'est pas disponible au Brésil, alors ça règle la question. Si c'était disponible, peut-être que j'aurais la même approche que Mauricio, je le réserverais pour des cas beaucoup plus sérieux. Merci. De retour à vous, Matt. Et maintenant, nous allons passer à nos panélistes. Docteur, je vais réviser la bio. Alors, commencer avec le docteur Zahir Oudawar, qui est un médecin consultant, qui a une clinique qui est très achalandée avec plus de 10 000 patients annuellement dans ses cliniques. Il a publié plus de 200 ouvrages sur la question médicale. Il est bien connu pour son travail sur la tuberculose et les médicaments. Et il a été conseillé par l'Organisation mondiale de la santé, a été invité plusieurs fois à Genève pour parler des lignes directrices de tuberculose. Et en 2017, Open Magazine l'a nommé comme l'un des 25 plus grands esprits pour son impact sur la santé publique. Et il a été reçu 2 TED Talks sur la tuberculose et sur COVID-19. Dr. Cecconi a gradué de l'Université de Udine en médecine et chirurgie et il a obtenu une bourse de la Société italienne d'anesthésie pendant son entraînement, sa formation, qui lui a permis de devenir un fellow aux soins intensifs de l'hôpital St. George à Londres, en Royaume-Uni, où il a pu étudier l'optimisation périopérative hémodynamique pour les patients à haut risque dans les chirurgies.
Il a passé 2 ans pour faire de la recherche sur l'évaluation de techniques nouvelles pour mesurer le niveau cardiaque de patients en phase critique. Il est également membre de la section de dynamique cardiovasculaire de l'ESCSM. Dr Flavia Machado est présentement professeur et chef de division des soins critiques du département d'anesthésiologie, de soins intensifs et de douleurs à l'Université fédérale de São Paulo. Son champ d'expertise, c'est la médecine de soins intensifs et elle est présidente-chef de direction de l'Institut latino-américain de Sepsis. Elle est aussi membre du comité exécutif et coordonnatrice du comité scientifique de la recherche brésilienne en soins intensifs et membre du réseau de recherche d'Amérique latine, membre également de l'Alliance Sepsis et elle est également intensive de l'Association brésilienne de médecine des soins intensifs. Elle a été également rédactrice en chef du journal brésilien de soins intensifs, le journal officiel de l'Association brésilienne des soins intensifs et l'Association de la Société portugaise des soins critiques. Merci d'être nos panélistes et bienvenue. Merci, j'espère que vous pouvez voir mes diapos. Oui, vous pouvez m'entendre, parfait. Alors, quelques objectifs que l'on veut. Je vais parler des patterns de prescription de la COVID en Inde, de l'importance de suivre les lignes directrices, les liens de la COVID-19 avec la tuberculose. Et je vais parler de la fibrose pulmonaire post-COVID, qui est une séquelle qui est crainte. Une citation de Shakespeare. Le mauvais temps commence et le pire reste derrière. Le premier cas de la COVID est arrivé il y a 270 jours et nous étions le deuxième pays seulement à avoir plus de 8 millions. Nous donc, avons des difficultés comme le reste du monde. Les lignes directrices existent en Inde, mais elles ne s'appliquent pas seulement pour la COVID, mais pour la tuberculose et pour les autres infections. La polypharmacie non contrôlée et non régulée est malheureusement la règle. Il y a des antibiotiques inappropriés et multiples. Il y a plusieurs médicaments qui sont laissés de côté et il y a des choix inexplicables. Le genre de prescription que je vois, c'est une longue prescription avec 10 médicaments dessus. J'ai souligné certains qui sont totalement inappropriés, notamment les antibiotiques multiples que la plupart des patients à domicile reçoivent. La plupart sont traités à la maison. Non. Alors, c'est rare de trouver une prescription sans l'azithromycine et la doxycycline pour les patients hospitalisés avec le haut taux d'infection acquise au niveau secondaire. Mais l'utilisation d'antibiotiques comme le méropenem ne fera que promouvoir plus de résistance. Et les lignes directrices nous disent qu'il ne faudra pas utiliser l'azithromycine à domicile et que pour une autre pandémie de résistance aux médicaments, de la façon dont on a abusé des antibiotiques. Au début, nous, comme le reste du monde, nous avons adopté la chloroquine et l'hydroxychloroquine, mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres options. Mais ça devient encore des favoris, malgré les preuves du contraire. Impossible d'acheter dans la plupart des pharmacies parce que pour les patients qui sont atteints de rhumatologie, et plusieurs continuent à s'empoisonner avec cela. Vous avez entendu parler de solidarité, mais Recovery également a fermé le couvert sur l'hydroxychloroquine. Il ne faut pas prendre l'hydroxychloroquine, ça ne fonctionne pas. On appelle le hype study et les doses qui n'étaient pas libres d'effets secondaires, mais plusieurs médecins ont dû arrêter. Et ensuite, le cas pour l'ivermectine, populaire en Amérique du Sud, extrêmement populaire en Inde, sans la moindre preuve qui nous donne que cela... alors, encore une fois, il faut cesser l'utilisation de tels médicaments. Et qu'est-ce que je peux dire de cures qui sont promues par des sorciers, des hommes de Dieu qui abusent de la crédulité. Dans l'hôpital, on utilise des doses multiples de docilizumab
et le remdesivir pour une durée prolongée beaucoup plus longue parce que le patient est encore sous ventilateur. Et bien sûr, ce qui est triste, c'est qu'on a aussi des médicaments faux et sur le marché noir. Nous avons écrit une pièce dans un des journaux populaires du journal pour mettre l'emphase sur ce que l'on fait, on peut faire ou ne pas faire. Et nos 7 messages sont les suivants. Nous l'avons dit, il y a quelques traitements prouvés pour la COVID. La majorité des patients vont aller mieux sans aucun traitement. Plusieurs médicaments utilisés présentement peuvent faire plus de dommages que de bien, que la plupart des études COVID sont anecdotiques, observationnelles et que sont inférieures aux standards. Et nous devons éviter la compulsion de prescrire des drogues multiples, de la polypharmacie, polypragmatisme, si je peux inventer un nouveau mot. Les lignes directrices existent et j'aimerais qu'elles soient suivies. Nous devons modifier nos pratiques alors que de nouvelles données vont arriver. C'est une nouvelle maladie pour nous tous. L'Inde a malgré tout moins de mortalité et plus de gens qui sont convalescents, mais c'est peut-être juste un reflet de l'âge moyen. C'est un pays jeune, 27 ans. Plus de 65 des gens ont moins de 35 Alors, peut-être que c'est pourquoi nous avons moins de mortalité. Et je veux parler aussi des interactions entre la COVID et la tuberculose, des forces noires qui s'unissent. Il a fallu que je refasse cette diapositive tellement de fois parce que pour 10 millions de cas annuellement de tuberculose, je pensais que c'était beaucoup. Mais la COVID, 50 millions en 10 mois. Et ça continue de s'étendre. Et il y a cette zone commune entre ces deux syndémiques. Et nous savons qu'il doit traiter les patients qui ont la tuberculose et la COVID de façon très attentionnée. L'impact d'une nouvelle bactérie peut être dévastateur. Et, par exemple, comme le VIH l'a fait à la tuberculose il y a 3 décennies, l'effet de la SRAS-CoV-2 devra avoir également dans quelques années des effets considérables sur la tuberculose. Nos programmes souffrent également. Et c'était un rapport qui vient d'être publié par l'Organisation mondiale de la santé qui disait que la COVID-19, la pandémie, va laisser un impact profond à long terme sur le diagnostic et le contrôle de la tuberculose avec 6,3 millions de cas supplémentaires et 1,4 million de mortalité de plus. Alors, on a vu que la notification pour la tuberculose a chuté de façon précipitée. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'un total de nos patients ne sont plus sous le radar et qu'une réduction de 30 c'est 3 millions de plus dans l'Inde qui vont mourir de la tuberculose dans les prochaines années. C'est effrayant. Je veux parler également brièvement de ce qu'on a de nos patients les plus malades, les patients qui sont plus ventilés. Les amphithéâtrogrammes que l'on a fait montrent que les gens qui s'en sortent auront des problèmes de fibrose. La majorité vont bien s'en sortir, mais nous voyons, et ça c'est le patient que nous avons rapporté dans les premiers jours de la pandémie, qui vont avoir un pattern de fibrose. Vous pouvez voir la traction. Alors, c'est une maladie du poumon. Alors, la fibrose des poumons, c'était une séquelle rare du SRAS, du MERS, de l'influenza. Mais la COVID-19 a réduit cela en termes d'échelle. Ce sont des millions, pas des milliers qui sont affectés. Et les pneumologues à travers le monde observent que les cas de fibrose sont plus fréquents et que la progression est plus rapide. Alors, c'est une échelle inimaginable. 46 millions de cas hier. Si 10 de ces gens-là ont de cas sévères, c'est 4,6 millions avec pneumonie et des maladies respiratoires à travers le monde. Et disons que 90 vont s'en sortir sans aucune cicatrice dans les 6 prochains mois. Vous aurez encore 10 donc près d'un demi-million de patients
avec des problèmes de fibrose pulmonaire. 27 jours ici jusqu'à une maladie pulmonaire. Le traitement de la fibrose pulmonaire de post-COVID, nous ne savons pas si les antifibrotiques auront un rôle et si les thérapies standards seront utilisées. Alors, ce que l'on doit vraiment savoir, c'est de considérer l'échelle et l'impact des maladies respiratoires post-COVID, les essais cliniques urgents avec les antifibrotiques existants et modifiés et les biomarqueurs et d'avoir des recueils de données très appropriés. La desperation engendrée par la COVID-19 demande que nous résistons de façon très forte à l'urgence de succomber à l'exceptionnalisme de recherche pandémique. Des recherches de mauvaise qualité, ce sera une perte de temps et de ressources et ce sera aussi non éthique. Merci. And I have been a minute over. I'm sorry, Sajid. Thank you very much, Zarir. Merci. Nous allons à notre prochain panéliste, Mauricio Ciccone. À vous, Mauricio. Hello, everyone. Can you just tell me that you can see my screen? Vous voyez mes diapositives? Yes, we can. Oui. Okay, so thank you for this opportunity. Alors, merci pour cette opportunité. For the last 3 years, I'm now based in Depuis 3 ans, je suis basé en Italie, à Milan. the parent of Je suis à la tête des soins intensifs et d'anesthésie de la société de soins intensifs. Je n'ai pas de lien financier et ce sont pas de conflit d'intérêt académique. D'abord, je veux faire un point important. C'est que les autres panélistes ont dit, cette crise, cette pandémie a amené les soins intensifs sous les réflecteurs et plusieurs n'étaient pas préparés à cela. Le plus gros problème de cette pandémie, c'est le nombre de patients hospitalisés en même temps. Ce n'est pas que nous n'avions pas vu de cas de pneumonie avant. Bien sûr qu'il y a des spécifiques mais de la COVID-19, mais ce qui a mis beaucoup de poids sur notre système, c'est que la transmission du virus est devenue sans contrôle. Vous pouvez avoir une augmentation exponentielle en cas qui vont venir aux soins intensifs. Et cela peut mettre n'importe quel système de santé à genoux. Alors, même si nous sommes une partie importante de cette réponse, nous sommes la dernière ligne de défense. Et il y a eu beaucoup de questions au sujet du triage qui devrait être admis aux soins intensifs. Personnellement, je n'aime pas avoir des critères en fonction. Je peux dire qu'un des plus gros problèmes pour les urgentologues, et j'ai travaillé dans différents pays, c'est de comprendre comment les résultats n'est pas seulement basés sur l'âge ou des comorbidités, mais comprendre que d'une façon, les choix familiaux, les choix de patients, la culture où vous travaillez, quels sont les patients qui vont bénéficier le plus de soins intensifs. Et c'est ce que nous faisons avec mon équipe. Tenter d'augmenter la capacité et pas d'avoir des portes aux soins intensifs dépendant des lits disponibles. Une autre chose importante à se souvenir, c'est que malgré le fait que c'est une nouvelle maladie, nous avons aussi plusieurs indicateurs en termes de soins intensifs, c'est d'avoir des thérapies de support au plus haut niveau. En pratique, nous achetons du temps pour le corps, pour le patient. Il y a beaucoup d'incompréhension à savoir comment avec l'ARDS et la COVID. Il y a bien sûr des faits spécifiques et que la combinaison de gens avec des problèmes respiratoires est plus élevée. Mais ça ne veut pas dire que l'on doit traiter tous les patients avec la même recette. Toutefois, nous devrions tenter les preuves du passé au niveau des thérapies pour pouvoir, comme Flavia va nous en parler plus tard, mais sur les stratégies que l'on puisse ajuster. Alors, plusieurs façons
à laquelle nous pouvons empêcher les gens de se retrouver peut-être dans les soins intensifs, peut-être utiliser des stéroïdes chez les patients qui, avant qu'ils arrivent au point d'être besoin d'être aux soins intensifs. Mais jamais dans ma vie, je n'ai vu autant d'utilisation de médicaments utilisés sans trop. Je suis très reconnaissant pour les études qui apportent des preuves solides qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel médicament, n'importe comment. Ce que nous devons faire en soins intensifs, c'est de faire ce qui est de base pour chaque patient, une intervention à propos des stratégies protectives pour les poumons, le proning, les thérapies de support, la sédation, la mobilisation. Je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et je représente des médecins de soins intensifs à travers le monde maintenant. Et trop souvent, on parle de ventilateurs comme s'il était le facteur limite pour les soins intensifs. Le plus grand manque de ressources que nous avons dans les soins intensifs, ce sont des gens. Je dis souvent que les lits de soins intensifs, ce sont des personnes de soins intensifs, des familles, avoir le nombre requis de gens compétents à côté de ces lits. C'est impossible d'entraîner des spécialistes, surtout ceux qui vont prendre des décisions difficiles, comprendre quel patient bénéficiera de soins intensifs. Alors, ce qu'il faut faire, c'est accepter que pendant une pandémie, nous ne pouvons pas entraîner de nouveaux gens et embaucher de nouvelles personnes. Il n'y a pas le temps. Et ce que l'on peut faire de mieux, c'est de réentraîner qui travaillaient jadis aux soins intensifs ou tenter d'entraîner ou de former de gens qui faisaient du travail clinique dans d'autres départements et qui peuvent peut-être se rejoindre. Nous utilisions beaucoup de simulations dans les premiers jours. C'était très important pour moi de m'assurer que tout le monde était efficace, par exemple pour le port des équipements de protection personnelle, pour les mettre, mais aussi les enlever, et s'assurer que l'équipement de protection personnelle ne remplace pas les contrôles les mesures de contrôle d'infection. Alors, il faut nous rappeler nous-mêmes que protéger, il faut protéger nous, mais protéger les autres. Alors, ça prend les jaquettes, ça prend les gants, ça prend les masques. Sinon, il peut y avoir des infections croisées. Et le plus important, où nous devrions mettre nos efforts, c'est l'entraînement, la formation, l'éducation. Nous avons beaucoup de gens qui viennent dans nos équipes aux soins intensifs qui ne travaillent pas de façon régulière aux soins intensifs. Et je pense que nous devons trouver une façon pour qu'ils se sentent en sécurité dans nos équipes et d'aller chercher les compétences. Ils ne peuvent pas devenir des spécialistes de soins intensifs, ça prend des années, mais ils peuvent devenir une partie importante de notre équipe et que ce soit plus sécuritaire pour eux et pour nous. Et j'étais très heureux de voir que nous avons, pour avoir plus de préparation en Europe et qu'on a cet entraînement pour la COVID-19. C'est un cours de préparation et qui enrôle près de 10 000 personnes travailleurs de la santé. Et nous avons formé des médecins et des infirmiers, infirmières. Et ça, c'est la réalité dans mon hôpital à Milan. Nous avons amené l'expérience de réalité virtuelle pour que les gens soient plus familiers avec la façon lorsqu'ils seront appelés à être au lit. Et je vais conclure en disant, la même chose que l'on pouvait faire aux soins intensifs, c'est d'essayer d'avoir assez de gens qui sont capables de faire la base. Et je pense que c'est très important. L'éducation est essentielle. Bien sûr, on est prêt à utiliser des médicaments, mais il faut mettre nos efforts au bon endroit. Merci. Merci, Lovetio. Et nous allons maintenant aller à notre prochaine panéliste, Dr. Flavia Macado. Voulez-vous partager votre écran? Oui. Parfait. Merci. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je voudrais partager comment les patients sont morts. Alors, mon expérience personnelle, c'est que nous avons
environ 500 patients de COVID-19. Mais la plupart sont morts de choc réfractaire. Il y a eu des morts de crise cardiaque, d'arythmie, d'infarctus. Et présentement, voici les données au Brésil. Nous avons près de 60 000 patients de COVID-19 au total. Et vous pouvez voir que la majorité, environ 70% de mortalité ont eu besoin de ventilation mécanique. Alors, nous parlons que pouvons-nous faire pour éviter la mortalité? Je pense que ce que l'on pourrait faire, c'est ce que nous avons fait au cours de ces années, c'est de supporter, pour faire de la thérapie antivirale et d'appuyer, supporter pendant que nos patients guérissent. Et comment pouvons-nous éviter la mortalité? C'est la gestion respiratoire. Les patients COVID, la ventilation mécanique, que l'on utilise plus fréquemment que l'on le fait normalement. Peut-être que l'on peut évaluer les risques d'aérosolisation, les risques d'intubation à retardement. Mais nous avons appris beaucoup de cette pandémie et que nous pouvons traiter cela mieux. Peut-être que nous pouvons avoir d'autres façons avec certaines techniques pour éviter l'intubation. Alors, nous avons des infections, mais jamais à cette échelle. Et il n'y a pas de preuves, seulement des petites études. Et bien sûr, ça pourrait aider, mais de la sécurité, de positionner les patients parce qu'ils pourraient avoir besoin d'intervention d'urgence. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons appris beaucoup. Nous utilisons notre ventilation mécanique et nous avons appris qu'il y a maintenant la gestion hémodynamique. Je ne peux pas donner de volume si les problèmes respiratoires empirent. Il faut y avoir un équilibre positif de fluide. Et je pense aussi que nous avons trouvé l'équilibre parce que l'hypotension, l'hyperlactatémie et autres signes d'hypoperfusion, nous devons les reconnaître, mais d'y aller de façon très délicate. Il faut donc évaluer. Le problème, c'est que, comme nous le savons, nous avons besoin d'une équipe qui travaille, qui cherche toujours l'équilibre. Et c'est plus ou moins la même chose de revenir à la base, trouver l'équilibre, évaluer la sévérité des cas, recueillir les cultures, faire de la prévention et l'utilisation d'antibiotiques, mais les réévaluer. Nous savons que nous devons trouver l'équilibre pour les patients parce que avant d'y aller de thérapie avec multidrogue, alors l'approche, c'est toujours de récolter, de réévaluer, de redéployer s'il le faut, et, avec les résultats et donner
un cours. Et comme Maléchia l'a dit, prévenir les infections de travers de la santé, c'est aussi très important pour notre sécurité. Et nous devons revenir pour protéger les travailleurs de la santé. Et nous ne devrions pas oublier que les soins, ce sont les 8 clés. Alors, nous avons les reliés à la COVID. Les visites virtuelles peuvent être préférables à certaines visites présentielles chez certains patients. Nos communications doivent s'améliorer également avec au moins un rapport aux familles par jour. Prendre soin du bien-être des patients avec un protocole d'analgésie, de sédation, prévention de délire, avec des photos, des lettres, musique de la famille, de support psychologique, la présence, la participation de proches, prendre soin des professionnels de la santé, faire de la prévention, de la gestion et du monitoring des syndromes de post-hospitalisation aux soins intensifs, avoir une architecture, une infrastructure humanisée, ça aussi, c'est très important, et avec des soins de fin de vie également. C'est ma dernière diapositive. Je veux simplement dire qu'il y a bien des choses que nous ne savons pas. Retournons à la base et ce n'est pas toujours assez. Nous devons trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire. Alors, nous devons continuer d'essayer de trouver de nouvelles solutions, sans oublier l'équipe et les patients. Et nous ne comptons pas les mortalités, nous comptons les patients qui reçoivent leur congé. Et nous avons une charte pour chaque patient qui peut rentrer à la maison. Alors, merci beaucoup. Merci, Dr. Mercado, Dr. Ciccone, et pour ces excellentes présentations. Nous avons d'excellentes questions pour les 20 prochaines minutes. Nous allons avoir une discussion. Nous avons vu plusieurs questions au sujet de l'utilisation de l'ibuprofène pour la COVID-19. Je ne pense pas que nous ayons une démonstration claire que l'ibuprofène peut contribuer. Je pense que c'est simplement un autre médicament que nous avons pour peut-être baser sur certains besoins de patients. Je dirais que il y a beaucoup de patients que l'on gère à l'extérieur de la communauté qui n'ont pas besoin d'hospitalisation, des thérapies symptomatiques pour plusieurs symptômes dans la communauté. Alors, ça permet généralement le patient à se sentir mieux, à manger, à être hydraté. Je ne vois pas de problème, mais je ne vois pas de thérapie spécifique pour la COVID-19. Merci. Et plusieurs questions, à savoir s'il y a de mise à jour pour la gestion de femmes enceintes qui sont atteintes de la COVID-19 et le risque de transmission de la mère au fœtus. N'importe qui peut prendre la question. Moi, je ne suis pas au courant de quelque nouvelle que ce soit. Je pense qu'il y a très peu de femmes enceintes avec la COVID-19. Alors, je ne pense pas que nous ayons un protocole de gestion particulier pour elles. Je pense que la transmission de mère à fœtus est rare. Je dirais également qu'il semble que ce sont
des événements pour les femmes enceintes, c'est moindre en proportion que comme un des facteurs de risque pour les cas les plus sérieux. Par exemple, dans mon hôpital, nous n'avons pas, nous n'avons pas un service de maternité ici, mais même dans les autres hôpitaux, euh, les collègues diront, ça ne semble pas être un problème sérieux présentement. Et si je veux ajouter une autre chose, notre section de maternité à l'Organisation mondiale de la santé fait des études observationnelles pour les femmes enceintes, mais je vais être d'accord avec mes collègues, c'est qu'il ne semble pas y avoir de recommandations nouvelles pour les femmes enceintes, pour les femmes qui ne sont enceintes par rapport à cette maladie dans notre ligne directrice de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a une section pour les femmes enceintes, mais il y a plus encore à comprendre. Mais pour l'instant, au niveau de la gestion clinique, il n'y a pas de différence. Merci. Et, docteur, vous aviez une bonne diapositive sur les soins pulmonaires. Quel type de patients devraient être suivis avec des problèmes de fibrose pulmonaire et pour combien de temps devrions-nous les surveiller après qu'ils ont reçu leur congé? Je dirais que la plupart qui ont besoin de ventilation prolongée, ceux qui sont hypoxiques au moment de recevoir leur congé ou qui ont déjà eu des problèmes d'hypoxie, qui ont des problèmes de fibrose pulmonaire, je dirais que plusieurs de nos patients, malheureusement, quittent l'hôpital avec une longue route à faire avant de quitter l'oxygène et beaucoup de suivi. Plusieurs se guérissent, mais c'est la tendance générale, mais il y a des gens avec des problèmes de fibrose qui ne bougent pas. Si je peux ajouter à cela, je suis totalement d'accord. Encore une fois, la COVID-19 amène de la lumière sur certaines des autres infections et pour plusieurs des patients, beaucoup de ventilation mécanique. Nous référons cela au syndrome et ces changements sont malheureusement communs avec les patients qui ont la COVID-19, la ARDS. C'est un facteur de risque significatif qui viennent au niveau de l'indépendance, de la qualité de vie, pouvoir retourner travailler. Malheureusement, c'est quelque chose qui demeure nébuleux dans la COVID-19. À vous, Sinji. Ma question, c'est de ces bateaux de la Zambie. Est-ce que, je sais que nous n'avons personne d'Afrique ici, mais nous avons de l'Inde, mais vous pouvez nous parler de l'Inde. Nous voyons que malgré le fait que l'économie est ouverte, les cas déclinent. C'est différent du reste du monde. Que pensez-vous qui se passe là-bas? Et si vous voulez peut-être faire une évaluation de ce qui se passe présentement en Afrique. Je pense que c'est que nous avons une population plus jeune avec un âge moyen en Inde de 27 ans. Alors, c'est probablement une des raisons pour laquelle la mortalité est moins fréquente. Mais on parle d'incidence, pas juste de mortalité. Pourquoi il y a moins de cas? On va être déclin de cas, et en Afrique aussi, que l'on voit moins de cas. Pourquoi? Par rapport aux États-Unis. On voit les cas, la diminution de cas, c'est à peu près la même chose qu'ailleurs. Ce n'est qu'une semaine que l'on voit. Je pense que nous allons probablement avoir une autre hausse. Mais peut-être que quelqu'un est mieux qualifié que moi parler de l'Afrique, mais je pense que ce qui se passe, c'est que on n'a pas autant de tests, surtout dans l'Afrique subsaharienne. Et l'espérance de vie en Afrique est aussi différente. Alors, comme les collègues l'ont dit, ce sont des populations plus jeunes. Et, mais ça ne change pas le taux de mortalité. Le taux de mortalité, généralement, est à peu près similaire.
par population. Mais c'est certainement différent en Afrique. Si je peux ajouter, Sanjay, je ne suis pas spécialiste de santé publique, mais quelque chose que l'on a vu en Europe au cours de quelques mois dans l'année, avec moins de mobilité, parce que les écoles étaient fermées. Et alors, je ne peux pas amener toutes les causalités des unes des autres, mais certainement qu'en Europe, nous avons vu une augmentation lors de la réouverture des écoles. Et pendant l'été, les gens sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, je ne sous-estimerai pas le fait que les gens sont beaucoup plus dans les transports publics, à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Mais c'est certainement que c'est quelque chose que l'on surveille de près et pour voir qu'est-ce qui va se passer au cours de la prochaine année en Europe. Autre question, c'est de Casey et Pops. Qui veut savoir? Quel est, je crois que plusieurs de fournisseurs de soins de santé à travers le monde se demandent quelle est les plus récentes données dans les urgences. Vous voyez des cas. Mais la question, quelles sont les meilleures pratiques pour protéger les travailleurs de la santé et réduire la transmission aux travailleurs de la santé et aux autres patients? Nos cliniques ont ouvert et nous utilisons un masque N95 et des gants quand je travaille avec les patients. Je me suis plus en sécurité dans une unité de soins intensifs parce que, mais dans un contexte de clinique, je suis correct avec un masque N95 et des gants. Je ne suis pas certain qu'on a besoin d'un N95 dans des endroits où il n'y a pas nécessairement un risque très élevé. Je pense que c'est sécurité. Dans notre unité, nous avons presque tous les patients. Nous utilisons le N95 quand nous sommes à l'intérieur. Mais quand les corridors ou les chambres, nous utilisons le masque HIPPO et nous avons le plus bas taux d'infection de travers de la santé dans tout l'hôpital et dans d'autres endroits, ils ont eu 45 %. Alors, parfois, nous utilisons des mesures très simples et tout le monde. Je pense que c'est une question simplement, il n'y a pas besoin du N95. Pour nous, nous avons pour les soins intensifs, nous avons un autre anesthésiste qui vient aux soins intensifs. Notre environnement est très sécuritaire, mais nous faisons la préparation de le client. Nous utilisons le N95, mais nous utilisons aussi la distanciation sociale, que les gens dans la salle d'attente ne sont pas encombrés. Une de nos politiques, c'était d'utiliser le N95. J'imagine que c'est... Mais ça ne change pas la distanciation sociale, le lavage de mains, bref, les mesures d'hygiène de base qui sont recommandées. Janet, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que le plus important, c'est l'importance de l'équipement de protection de personnel. C'est un élément important, mais c'est aussi au niveau des contrôles administratifs, d'établir votre système, que chaque secteur de l'hôpital, vous savez exactement, dépendant où il est placé, si c'est près de l'urgence, si c'est l'unité pour des procédures particulières, et que avoir une approche systémique pour les équipements de protection personnelle va réduire les infections. Mais les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'éviter des protections pour les gouttelettes quand on prend soin de patients pour la COVID-19 et utiliser des procédures aérosols. Alors, à vous.
De retour à vous, Matt. Merci, Cindy. C'est une question pour un centre de personnes âgées. Les centres de personnes âgées particulièrement vulnérables, comment doivent-ils survivre avec le coût des tests et des équipements protection personnelle et que faire pour protéger la portion plus vieillissante de la population parce que c'est moins profitable? C'est une question difficile. Nous, nous avons beaucoup de problèmes, non seulement avec cette question spécifique, mais partout. Je dirais que comment allons-nous gérer tout cela? Et la seule façon, comme Janet l'a mentionné, c'est d'avoir des protocoles, d'épargner nos ressources le plus possible, parce que vous allez avoir à composer avec cela pour longtemps. Et nous devons préserver les ressources et avoir des priorités. Peut-être pas tester tout le monde, peut-être réserver l'équipement de protection personnelle pour les moyens les plus appropriés. Je pense que c'est une population extrêmement vulnérable et si on les teste trop souvent, cela peut avoir son lot. Merci. La prochaine question est au sujet de l'anticoagulation. Devrions-nous commencer la prophylaxie DVT pour 14 jours après le diagnostic? Qu'est-ce que je peux commencer? Encore une fois, sur ce sujet, ce que nous tentons de faire dans mon hôpital, c'est de nous baser sur les évidences du passé. Je ne suis pas un grand fan des régimes d'anticoagulants. Nous savons de ce virus que ça peut être plus fréquent dans l'utilisation, mais cela dit, si vous avez besoin d'hospitalisation, par définition, votre mobilité est impactée. Alors là, on va commencer la prophylaxie, mais je ne recommanderais pas pour des problèmes, des patients symptomatiques. Je dirais que l'hospitalisation, oui, mais prophylaxie seulement, à moins que ce soit pour le DVT. J'ai tendance à être d'accord avec Mauricio. Je pense qu'on devait être dans une dose basse de prophylaxie. Et lorsque vous libérez le patient, s'il n'y a pas de preuve pour cela, si quelqu'un a un niveau très élevé lorsqu'il reçoit son congé de l'hôpital, peut-être avoir une petite dose d'anticoagulant. Je suis d'accord avec mes collègues. On fait la même chose ici. Nous avons un protocole d'utilisation d'anticoagulants. Je pense que nous avons besoin de plus de preuves pour l'utilisation plus abondante d'anticoagulants pour voir les bénéfices de cette stratégie. Mais pour l'instant, non. Nous ne faisons qu'intégrer les patients qui ont des signes particuliers. La prophylaxie, oui. Merci. Et une question de deux participants anonymes. Quel est le temps d'immunité moyen après avoir eu la COVID-19? On a dit 3-5 mois. Est-ce qu'on a des cas de réinfection prouvés? La réponse honnête, c'est qu'on ne le sait pas. Nous ne savons pas pendant combien de temps les anticorps vont vous protéger. Nous ne savons même pas si c'est 3 ou 6 mois et si c'est une protection qui continue. Alors, je vais être honnête, je vais vous dire, je ne le sais pas. Je pense que personne ne sait. Nous ne sommes pas experts là-dessus, mais ma connaissance de réinfection, oui, nous avons eu des cas documentés de travailleurs de la santé qui ont eu la COVID 2 fois.
à l'intérieur de 3 mois. Alors, je crois que la réinfection est tout à fait possible et que nous devons continuer à être à l'affût, à rechercher et évaluer nos stratégies, même chez ceux qui ont guéri. Merci. Retour à vous, Sanjay. Nous savons que les gens qui ont le diabète ont des risques accrus. Parlons de combinaison diabète et COVID. Qu'il s'agisse de diabète 1 ou diabète 2, c'est un facteur de risque majeur parce que souvent, ce sont des gens obèses et qui ont des comorbidités. Je ne veux pas parler de COVID comme si nous la connaissions parce que nous apprenons tellement, puis il y a bien des choses que je ne sais pas, mais je ne suis pas surpris que la comorbidité associée avec des cas plus sévères, par exemple, à d'autres pneumonies. Nous savons, par exemple, que l'âge et les comorbidités, c'est un mauvais facteur de pronostic pour d'autres bactéries et d'autres infections. Alors, pour moi, il y a une espèce de joint. Quelles pourraient être les conséquences de la COVID pendant la saison de la grippe? C'est un médecin de New York, Juliana Emmer. Nous voyons de base quelques données s'accumulent que l'incidence de la grippe est plus basse à cause de toutes les précautions que nous prenons, mais de l'autre côté, nous avons la crainte d'une attaque double. Quelle est la compréhension de cette interaction possible? Nous avons eu quelques patients qui ont eu d'abord la COVID et ensuite la grippe. Et je dis souvent que nous n'avons pas un vaccin contre la COVID, mais on a un vaccin contre la grippe. Et je recommande ça à tous mes patients dès qu'ils reçoivent leur congé de l'hôpital. Absolument. Le point clé, c'est la prévention. Et nous faisons de la prévention avec le vaccin. Nous n'avons pas vu patients H1N1 avec l'influenza dans nos unités au cours depuis le mois de mars, je dirais. J'ajouterais aussi que le problème avec cette pandémie, c'est qu'elle compétitionne avec les ressources. Alors, s'il y a des maladies que l'on peut prévenir, c'est une bonne chose pour le système de la santé, pas juste pour la COVID-19. Alors, j'encouragerais la vaccination pour, si ça peut, les gens qui ont, par exemple, besoin d'autres vaccins. De retour à vous, Matt. Alors, nous allons maintenant conclure la session d'aujourd'hui. Nous aimerions remercier notre modérateur et nos panélistes, Dr. Swaminathan, Dr. Diaz, Dr. Udwadia, Dr. Chakurki. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour cette session collaborative et j'espère que vous allez nous joindre à vous le 7 décembre à la même heure, encore une fois menée par le Dr. Swaminathan et un panel d'experts. Et nous discuterons à ce moment-là de la propagation globale de la COVID-19 et ce que nous avons appris. Avant cette session, nous aurons une session le 30 novembre. J'espère que vous vous inscrirez aussi, qui sera dirigée par Dr. Jeff Katzman, qui va discuter la gestion de stress et de burn-out pendant la pandémie. Alors, trouvez les liens pour l'enregistrement dans la boîte de discussion. Et vous trouverez aussi un lien pour le sondage pour obtenir votre crédit d'éducation continue. Alors, je vous invite à compléter le sondage et attendez-vous à avoir des annonces par courriel et visiter notre site web. Vous allez voir un lien dans la boîte de discussion pour plus d'informations sur les sessions collaboratives du projet ECHO. Merci pour votre engagement continu pour partager les leçons et les meilleures pratiques pendant COVID-19. Au revoir.